Après l'accident de l'Airbus de Mulhouse, la direction de l'aviation civile rappelle fermement aux compagnies aériennes qu'il n'existe qu'un seul règlement sur l'altitude des avions en vol. Imprimerie Didier, après la guerre, début de cessez-le-feu, les ateliers sont remis en route et le travail pourrait reprendre la semaine prochaine. Polémique autour d'une découverte scientifique française. L'eau a-t-elle une mémoire? La plus grande revue scientifique mondiale l'annonce, puis la conteste, puis envoie un magicien pour la vérifier. Incroyable. Époustouflant, c'est l'avis de tous ceux qui ont vu la collection d'Yves Saint Laurent aujourd'hui. Cet industriel de la mode est resté un créateur. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement du jour n'est ni un fait divers, ni politique, ni sportif, il est artistique. Yves Saint Laurent est un grand couturier, ça c'est une évidence. Il est également un industriel qui exporte toute une gamme de produits made in France dans le monde entier. Il est l'un des quelques noms français connus internationalement et il n'y en a pas beaucoup. Mais il a su rester un créateur et la collection automne-hiver 88 qu'il a présentée aujourd'hui même a époustouflé véritablement les spectateurs. Et pour la première fois depuis longtemps, eh bien Yves Saint Laurent, qui n'est pas un homme à rechercher les caméras, parle de son art et de sa manière de créer. Yoba Grégoire. Couleurs d'été pour jour d'hiver, rose et fuchsia, mélange de couleurs osées d'Yves Saint Laurent, devenu désormais un classique. Fourreau en crêpe de soie ou en satin drapé qui rappelle la grande période des stars d'Hollywood. Là, oui, là le dernier c'est sublime, sublime, sublime. The last one is my favorite. L'automne, ce sont les feuilles mortes, ici brodées en relief. L'automne, c'est la période des vendanges. Les raisins également en broderie tombent en grappe sur les épaules. Le couturier commande et François Lesage et exécute. 6 millions de points de broderie pour 20 modèles. 6 000 heures de travail. Les dernières robes ont été livrées quelques heures avant le défilé. Je pense qu'il y a des racines très profondes dans cette collection qui verront d'autres racines. Et combien de temps mettez-vous à créer? 3 semaines. Et là, je souffre terriblement parce que je ne sais pas. J'hésite, je cherche. Et puis tout d'un coup, ça arrive, comme un miracle. Et puis voilà, en 3 semaines, on fait ça. On a l'impression que vous n'allez jamais arrêter de faire des merveilles. Oui, c'est un privilège qui m'a été donné à ma naissance. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais ça se réalise chaque fois. Les images étaient de Frédéric Basile et Didier Rancoeur. Pas de talons aiguilles ni de robe longue où nous allons maintenant. Hier, dans une caisse d'épargne de la banlieue de Marseille, une bande de malfaiteurs est parvenue à dévaliser une vingtaine de coffres avant de prendre la fuite, à la manière du célèbre Albert Spaggiari. Et les gangsters s'étaient introduits dans l'agence par les égouts. Alors cet après-midi, Emmanuel Vanier a refait le chemin qu'ils ont parcouru et il a également glané plusieurs informations sur l'enquête qui pourrait avancer plus vite que prévu. C'est par cet ancien collecteur d'égouts que les malfaiteurs ont atteint la caisse d'épargne. Ils n'ont plus eu qu'à creuser un fin boyau dans la paroi de l'égout pour accéder à la salle des coffres. 15 coffres fracturés sur 500, le préjudice n'est pas encore établi. Vers 23 h lundi, première alarme, les forces de l'ordre encerclent la banque. Les portes sont intactes, les truands sont donc venus par le sous-sol. Les gendarmes attendront à l'extérieur toute la nuit. De fait, les serrures horaires interdisent toute ouverture avant 7 h 30. Les malfaiteurs, eux, ont déjà quitté la place à la barbe des gendarmes en passant par ce même égout dont la sortie est proche d'une route nationale. Un coup parfaitement préparé. Les taupes avaient creusé pendant tout le week-end. Impossible de les détecter. Les capteurs de vibration ne sont pas assez sensibles. Si vous mettez en place des systèmes de détecteurs qui aient ce niveau de sensibilité, ils vont se déclencher à tout bout de champ, ne serait-ce que lorsqu'une semi-remorque passe devant l'agence.
Donc il y a un réglage intermédiaire à faire et on ne peut pas détecter les grattements posés par le creusement d'un tunnel en terre. L'enquête sera longue, mais les policiers disposent ce soir de plusieurs indices. Des outils abandonnés dans l'égout, des bandes vidéo qui montrent que les malfaiteurs n'étaient pas plus de 2 dans la salle des coffres, et des bandes audio sur lesquelles sont enregistrés des dialogues avec un guetteur posté à l'extérieur. Du travail de professionnels, mais on indique de sources policières qu'il ne s'agit sans doute pas de grands spécialistes des coffres. Malgré plusieurs heures de travail, ils n'ont pas réussi à en percer plus de 15. Le conflit des imprimeries Didier à Massy, dans la banlieue parisienne, en passe de se régler après les prémices d'accord intervenus cet après-midi entre le syndicat du livre CGT et le propriétaire de l'entreprise, M. Jean Didier. Un premier pas positif qui intervient 48 heures à peine après l'affrontement très dur de lundi matin. Une rapidité qui peut étonner dans ces conditions. Ne pouvait-on pas faire l'économie de cette violence? Véronique Auger. Et on fera le nécessaire. Sourire à la CGT cet après-midi, le syndicat du livre a discuté 4 heures ce matin avec Jean Didier en présence du médiateur. L'imprimeur a fait un deuxième pas de conciliation. Après avoir accepté de régler les salaires de juin, il décide de remettre les fluides dans l'usine de Massy, c'est-à-dire l'eau, le gaz et l'électricité. Il ne s'agit pas encore de reprise du travail, mais de remise en état des machines par tous les salariés. Tous les salariés, ça veut dire y compris les 24 en instance de licenciement. Tous les salariés. Est-ce que ça veut dire aussi que la demande de licenciement est levée auprès de l'inspection du travail? À vous d'interpréter tous les salariés. Interprétation possible, les 24 salariés en instance de licenciement auraient désormais le droit de rentrer dans l'usine. Mais la procédure de licenciement continue. Sauf si vendredi, au cours de la prochaine négociation, Jean Didier décide d'annuler sa demande, le sort des 24 dépend de l'inspection du travail. Une seule chose est sûre, les rotatives n'ont pas redémarré, mais sauf coup de théâtre, cela ne saurait tarder. La liquidation judiciaire des chantiers navals de la Nord-Med, repoussée de 7 mois, le temps d'achever 2 navires à La Ciotat et à la Seine-sur-Mer. Et puis affrontement entre mineurs CGT et délégués syndicaux CFDT, ou hier du centre-midi à Gardanne. À la suite de cet incident, eh bien, la CFDT a demandé aux mineurs de reprendre le travail. Les deux syndicats ne sont pas d'accord sur l'interprétation des résultats de leurs négociations avec les pouvoirs publics. Les comptes des candidats à la campagne présidentielle ne sont pas transparents, loin s'en faut. C'est la conclusion d'un rapport remis au président de la République par le Conseil constitutionnel, la plus haute instance de l'État. Les conseillers s'étonnent que dans les bilans récemment publiés figurent par exemple des dépenses effectuées avant le démarrage officiel de la campagne, le 12 mars, ou encore qu'un candidat, il ne cite pas son nom, ait établi son budget en tenant compte de ce que l'État allait lui rembourser après l'élection. Bruno Roger-Petit. À l'épreuve des faits, le Conseil constitutionnel est sévère pour la loi votée en 1988 sur le financement public des partis politiques. Un flou juridique que certains candidats, jamais nommés par le Conseil, auraient mis à profit pendant la campagne présidentielle. Ainsi, des fonds d'origine étrangère auraient pu être utilisés pendant la campagne en toute impunité. Autre exemple, les dépenses engagées par les partis, associations et autres groupements ne seraient pas obligatoirement comptabilisées dans les déclarations des candidats. Cause principale de ces détournements de la loi, un contrôle inefficace et l'absence de sanctions. Une loi à revoir donc. Côté politique, majorité et opposition conviennent qu'il faudra rouvrir le dossier du financement public de la vie politique. C'est une loi imparfaite, c'est une loi qui a été votée à la hâte, il faut bien le reconnaître, et qui ne peut pas donner entièrement satisfaction. Mais enfin, elle a le mérite d'exister. À partir du moment où elle existe, on ne peut plus faire sans, et comme cette loi n'est pas parfaite, il faudra que nous l'améliorions. Je pense qu'un premier pas a été fait au mois de mars 1988, mais personne n'a pensé que c'était l'aboutissement d'un processus, mais simplement le départ. Alors, s'agissant de réfléchir et d'améliorer, je crois qu'on ne peut être que d'accord. En attendant un éventuel débat au Parlement, c'est le ministre du Budget, Michel Charasse, qui vérifiera si les comptes sont bons avant remboursement. Le Conseil des ministres de ce matin a procédé à la nomination de plusieurs hauts fonctionnaires, dans la police notamment. Eh bien, M. Pierre Verbruge a été nommé préfet de police de Paris en remplacement de M. Paolini, qui part à la retraite. Pierre Verbruge avait démissionné du ministère de l'Intérieur en 1987 en désaccord avec la politique suivie à l'époque par M. Pasqua, le ministre de l'Intérieur, notamment à propos de l'affaire Nucci et de la lutte antiterroriste.
Dans un autre domaine, la présidence de la commission des opérations de bourse, la COB, qui surveille le marché boursier, a été confiée à Jean Farge, un homme qui n'est pas spécialement marqué politiquement, mais qui fut un certain temps collaborateur de Raymond Barre. Revenons maintenant à la nomination d'hier, M. Jean Perlevade à la place de M. Jean Dromer à la tête des assurances de l'UAP. Non pas sur l'aspect strictement polémique politique ou politicienne comme vous voudrez, mais pour bien comprendre l'importance et l'emprise qu'une très grande société d'assurance, la première de France en l'occurrence, peut avoir sur l'économie française. Claire Chazal. Si vous êtes assuré pour votre retraite ou sur la vie auprès de l'UAP, vous êtes client du premier assureur français. Pour pouvoir vous rembourser ensuite en cas de dommage, l'UAP doit faire fructifier l'argent que vous lui avez apporté. Et c'est tout d'abord dans la pierre que l'UAP place vos primes. L'assureur est ainsi le plus gros propriétaire immobilier. Mais l'UAP investit également dans les entreprises. Et son portefeuille d'actions, près de 4% de toute la capitalisation de la Bourse de Paris, en fait une puissance financière majeure. L'UAP est présente dans un certain nombre de grands groupes privés français, du Club Méditerranée, ici, à l'Hôtelier Accor, en passant par Darty. Mais l'assureur détient aussi une parcelle du capital des sociétés récemment privatisées, la CGE, Saint-Gobain ou Paribas. C'est l'un des pivots de leur noyau dur. Posséder l'UAP, c'est donc conserver un droit de regard sur les privatisés et sur une bonne partie de l'économie française. Un patrimoine total de 130 milliards de francs. En plus, comme toutes les compagnies d'assurance, l'UAP est condamnée à grossir et à se diversifier. Partout dans le monde, on assiste à l'heure actuelle à un rapprochement entre tous les métiers de la finance, notamment entre la banque et l'assurance. Ces rapprochements ont déjà eu lieu en France depuis 3-4 ans, ils vont s'intensifier et se poursuivre. Peut-être verrons-nous un jour apparaître ces géants de la finance, ces conglomérats financiers qui offrent tous les services aux ménages. Un secteur dynamique, donc en pleine expansion, qui sera au centre de la bataille pour l'Europe de 92. Un chiffre et un pourcentage ce soir. Le pourcentage plus 0,3%, c'est l'augmentation des prix en juin, chiffre officiel. Le chiffre, c'est 900 millions de déficit pour le commerce extérieur français en juin, toujours. 900 millions de francs, donc, pour ce mois, alors qu'hier encore, on prévoyait entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs. Alors, Philippe Sassier, 9 milliards de déficit depuis le début de l'année, c'est beaucoup, mais c'est 2 fois moins que l'année dernière à pareille époque. Alors, est-ce qu'on va vers un chiffre bon, moyen, excellent pour l'ensemble de cette année 88 pour le commerce extérieur français? Certainement pas excellent, Daniel, mais la Banque française du commerce extérieur vient justement de publier une étude dans laquelle elle se pose, Daniel, la même question que vous. Elle se demande si le commerce extérieur ne va pas se redresser cette année. Son interrogation positive repose sur 2 observations. Depuis 1 an, nos exportations qui végétaient depuis 1984 se sont réveillées. Ensuite, tous les produits industriels, de l'équipement professionnel à l'électroménager, participent à l'essor de nos ventes. À l'origine de ce réveil, l'étonnante et forte progression de la demande mondiale depuis l'été 1987. Mais les entreprises françaises paraissent y répondre et regagnent des parts de marché, ce qui signifie qu'elles ont amélioré leur performance par rapport au passé. Ce retour à la compétitivité, elles le doivent à l'investissement qui a redémarré en 1985 mais qui s'est fortement accéléré depuis 1987. Ce redressement reste timide et fragile, mais il est très important car il montre que certains secteurs industriels se sont enfin mis à bouger. Alors maintenant, si vous le voulez bien, Philippe, je vais montrer le cadeau que vous m'avez fait cet après-midi. Vous m'avez apporté la première carte de crédit attribuée à un citoyen soviétique. Jusqu'à présent, le système de paiement en URSS était fondé sur l'argent liquide. Eh bien, les soviétiques pourraient ainsi brûler l'étape intermédiaire du carnet de chèques pour passer directement à ce qu'il est convenu d'appeler la monnaie électronique. Demain, le ministre des Transports, M. Delebard, doit recevoir le rapport sur l'accident de l'Airbus A320 de Mulhouse. Mais déjà, la direction de l'aviation civile fait savoir très nettement aux compagnies aériennes qu'il n'y a pas 50 altitudes autorisées ou tolérées pour une démonstration. Il n'existe qu'un règlement et un seul qui n'a pas été respecté. Philippe Dumez. Les compagnies aériennes françaises sont tenues de transporter des passagers et leurs commandants de bord sont priés de s'abstenir de toute acrobatie, en particulier pendant les meetings aériens. C'est en clair le message de la Direction générale de l'aviation civile à Air France, Air Inter et UTA. Cette mise au point intervient
un mois après l'accident du 26 juin. Jusqu'à cette époque, Air France tolérait que ses pilotes, lors de démonstrations, volent à une altitude minimum de 30 mètres. Ce n'est pas du tout réglementaire, précise la DGAC. Lors du meeting d'Absheim, l'Airbus A320 n'aurait même pas dû descendre en dessous de 450 mètres puisque théoriquement, d'après le plan de vol, il naviguait aux instruments et non à vue. Or, il a frôlé le sol à environ 10 mètres avant de s'écraser dans la forêt en bout de piste. Après l'Airbus, le Concorde de la Ferté-Alais, et où aussi un Boeing 747 et une Caravelle avaient pris quelques libertés avec la réglementation aérienne, on peut penser que l'on ne verra plus nos gros avions batifolés au ras des pâquerettes, en dehors du Bourget, bien sûr, mais là, il n'y a pas de passagers et les mesures de sécurité sont très strictes. Plus rapidement maintenant, d'autres titres de l'actualité, en commençant par la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement et le président de la République décideront à la fin du mois d'août s'ils organisent un référendum sur l'avenir du territoire. Une heure d'entretien ce matin à Nouméa entre la délégation du FLNKS et le haut-commissaire Bernard Grasset. Les indépendantistes ont présenté leurs contre-propositions aux accords de Matignon. Principale pierre d'achoppement, la composition du corps électoral appelé à voter en 1998. Jacques Lafleur, pour sa part, s'est déclaré persuadé que le leader des indépendantistes réussirait à convaincre les siens. En 5 points, le prince Sihanouk a présenté ce matin au palais présidentiel son plan de paix. Lundi dernier, le Premier ministre du Cambodge, M. Hun Sen, avait présenté le sien. Les deux hommes ont annoncé qu'ils poursuivraient leurs discussions au mois d'octobre à Paris. Le prince Sihanouk souhaite rassembler tous les Cambodgiens afin de préparer un pays indépendant, neutre et non aligné. Un haut responsable hongrois reçu à la Maison-Blanche en visite officielle, c'était jusqu'à présent du jamais vu. Karoli Grosz, secrétaire général du Parti socialiste et Premier ministre, s'est entretenu avec le président Reagan. À l'ordre du jour, les réformes économiques et politiques de son pays. Sa visite aux États-Unis devrait s'achever demain. Pour la première fois, le fils du juge Renaud prend la parole. Il demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de son père. Le magistrat avait été assassiné à Lyon en 1975. L'avocat de la famille, Jacques Vergès, évoque la piste politique. Francis Renaud, lui, n'hésite pas à prononcer le nom du SAC, le service d'action civique, aujourd'hui dissous. À l'étranger, Iran-Irak, alors que les combats redoublent d'intensité sur le terrain, eh bien, les Irakiens annoncent que dans la seule dernière semaine, la semaine dernière, donc, ils ont fait 12 000 prisonniers, 12 000 soldats iraniens. Et pendant ce temps-là, au siège des Nations Unies à New York, eh bien, les discussions en vue d'un cessez-le-feu ont véritablement commencé. Paul Naoum. Les négociations qui se déroulent aux Nations Unies sont à la fois compliquées et surréalistes. Comment amener les deux frères ennemis, Iran et Irak, à faire la paix après 8 ans d'une guerre atroce? Pièce maîtresse de cette négociation, le secrétaire général qui, dans un premier temps, rencontre les deux ministres des Affaires étrangères séparément, l'Irakien ce matin. Pendant ce temps, toutes les télévisions américaines diffusent à longueur de journée les dernières images du front. On discute paix à New York et on se bat encore à Garb. Pour le protocole et la sécurité des Nations Unies, un casse-tête, éviter à tout prix que la délégation irakienne et iranienne ne se rencontre dans les couloirs du building de verre. Le secrétaire général a déjà vu hier l'Iranien. Selon les deux parties, une réunion fructueuse et constructive. À sa sortie, M. Velayati a parlé des otages occidentaux. Nous continuerons de tout faire pour aider à la libération des otages. Nous espérons que toute personne innocente détenue en otage, soit au Liban ou dans le monde, sera très vite relâchée. Après avoir rencontré l'Irakien et l'Iranien, le secrétaire général des Nations Unies reste formel. Il annoncera lui-même la semaine prochaine un cessez-le-feu général. Car ici à New York, les négociations se déroulent beaucoup mieux et beaucoup plus vite que prévu. En France, parmi ceux qui, je dirais, ont décidé d'être solidaires des plus défavorisés, un homme a décidé, lui, de s'attacher au sort des handicapés profonds qui n'ont aucun espoir de voir leur situation s'améliorer un jour. C'est dire que toute leur vie, eh bien, ils dépendront des autres. Cet homme est un acteur, Michel Creton, qui aujourd'hui
rencontrait le président de la République pour obtenir son soutien à une campagne en vue de changer la loi existante et qui oblige ces handicapés à quitter les centres dans lesquels ils séjournent, et cela à l'âge de 20 ans. Éric Monnier. Qu'allez-vous faire pour les handicapés profonds? L'affiche de Michel Creton apostrophait les candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, chez le président de la République, le comédien est venu chercher la réponse à cette question. Je suis venu aujourd'hui lui montrer une petite carte postale qui est celle qui est la carte postale que je vais envoyer à la Chambre des députés. Je crois que nous avons fait avancer 23 ans d'attente, puisque ça fait 23 ans que je connais ce problème, que j'aide des parents, que j'aide cette cause, qui est une cause difficile. Mais je crois qu'en 3 mois, on a bien évolué. Je suis sûr qu'elle va changer, cette loi. Cette loi, ces lois injustes, ce sont celles qui obligent les enfants handicapés profonds à quitter les maisons spécialisées à l'âge de 20 ans. Devenus adultes, ils sont rendus à leurs parents, qui n'ont souvent d'autre recours que de les confier aux établissements psychiatriques, les seuls qui acceptent de les recevoir. Ce ne sont pas des enfants malades, ce sont des enfants qui sont parfois beaux à être vus, même quand ils sont un petit peu recroquevillés, un peu tordus. Je crois que c'est le regard du peuple, le regard du citoyen français qui fera qu'on aura envie de continuer aussi, c'est-à-dire les montrer. La loi pousse 30 000 enfants handicapés à l'extérieur des centres. 30 000 enfants qui n'ont qu'une aspiration, celle de rester. Une campagne télévisée de lutte contre le sida à la télévision italienne provoque la réaction du Vatican. Le Vatican qui voit d'un mauvais œil la publicité faite aux préservatifs et aux relations occasionnelles dans cette publicité. Marcel Tria. Le spot qui scandalise le Vatican. On avait pris pourtant au ministère italien de la Santé d'infinies précautions avant de lancer cette campagne avec plusieurs mois de retard sur la plupart des autres pays européens. Le mot sperme n'est pas prononcé, de peur de choquer les bonnes âmes. Aucune allusion non plus aux homosexuels, l'un des principaux groupes à risque. Et pour suggérer l'emploi des préservatifs, c'est le terme scientifique peu usité, prophylactico, qui est utilisé. Des précautions qui n'ont pas suffi. Dès ce matin, au lendemain de la première diffusion du spot à la RAI, l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, manifeste sa réprobation. C'est comme si on disait aux voleurs, écrit le théologien Giorgio Giannini, vole donc, mais fais en sorte qu'on ne te découvre pas. C'est la logique perverse du compromis. Or, compromis et morale ne peuvent s'entendre. Pour le Vatican, les choses sont donc claires. Le mal, ce sont les rapports sexuels occasionnels et hors mariage. Le sida n'en est qu'une conséquence. Le seul remède possible et efficace, c'est l'abstinence. L'utilisation de préservatifs est strictement interdite par l'Église de Rome. Le ministre démocrate chrétien de la Santé, Donat-Cattin, savait à quoi il s'exposait et il a longtemps retardé l'échéance. Mais les chiffres de progression du sida en Italie sont alarmants. 2094 personnes sont déjà atteintes. Elles seront 14 000 en 1989 d'après les prévisions. On évalue d'ores et déjà à 200 000 le nombre de séropositifs. Le retard de l'Italie en matière de recherche, de soins et de prévention est déjà catastrophique. Il est peu probable que les mots d'ordre d'abstinence lancés par le Vatican suffisent à contenir la montée du péril. Polémique autour d'une découverte faite par un Français, le professeur Benveniste, qui serait arrivé à la conclusion que l'eau conserve en mémoire la trace de toute substance ou molécule qui l'ont habitée, même lorsque celles-ci ont été diluées à l'extrême. Une découverte capitale, peut-être même révolutionnaire pour les tenants de la médecine homéopathique. La polémique commence après que la revue britannique Nature, qui fait référence dans le domaine scientifique, ait révélé au public cette découverte avant d'envoyer une commission d'experts vérifier les travaux du professeur Benveniste. Et dans cette commission figurait, devinez, un magicien, Alain Labouze. Premier acte, une équipe de chercheurs français, ici à Clamart, découvre l'impossible. L'eau aurait une mémoire. Elle garderait l'empreinte, la trace d'un contact avec des substances tellement diluées qu'elles auraient totalement disparu. Une goutte de ces substances dans un océan d'eau, plus aucune molécule comme en homéopathie, et pourtant encore une activité biologique. C'est la révolution dans le monde scientifique, mais la découverte, pour être acceptée, doit d'abord passer devant un jury d'experts.
Deuxième acte. Ici à Londres, les experts de la plus prestigieuse des revues scientifiques, Nature, décident le 30 juin dernier, après 2 années de réflexion, de publier les résultats de l'équipe du professeur Benveniste. C'est la reconnaissance officielle, l'heure de gloire pour le chercheur de l'INSERM. Sans la moindre inquiétude, le professeur Benveniste accepte de Nature une contre-expertise. Troisième acte. Changement de climat. Tout s'écroule. Sur ce document, filmé par le professeur Benveniste lui-même, on voit les 3 contre-experts dans le laboratoire de Clamart au début du mois de juillet. Pendant 5 jours, ce sera la suspicion la plus totale. L'atmosphère est plus que tendue. Donc il y avait une partie de cinéma dans tout ce qu'il faisait, alors que nous, on avait l'impression d'agir de façon simple et de façon très ouverte. Après coup, on réalise qu'ils étaient venus là dès le départ dans le but de descendre tout le travail. Regardez cette enveloppe collée au plafond. Elle contient les codes des manipulations effectuées. Situation absurde, destinée à démasquer une éventuelle fraude de la part des chercheurs. Celui qui a décidé de coller l'enveloppe, c'est ce prétendu expert, James Randi, en réalité magicien professionnel, bien connu des milieux de la prestigitation. Alors, pourquoi avoir fait appel à lui ? Une chose était possible, c'est qu'il y ait eu tricherie. Je crois que Benveniste croit encore aujourd'hui qu'il a raison. Peut-être quelqu'un lui a joué un mauvais tour dans son dos. On a déjà vu ça. Sur le fond, la critique a posteriori des travaux du professeur Benveniste par Nature repose sur l'essentiel, sur des erreurs de méthodologie. Mais le chercheur français conteste tout en bloc et contre-attaque. Je dénonce le climat de pression psychologique et surtout d'agitation presque hystérique qui s'est déroulée dans mon laboratoire pendant 5 jours, pendant lesquels aucun travail scientifique sérieux ne pouvait être fait. Ce sont des gens qui veulent créer un climat de terreur dans la science et appliquer des méthodes d'investigation de type McCarthy, de type de celles que le Congrès américain applique à la mafia, et peut-être avec juste raison, à des scientifiques. Le rapport de Nature sera publié demain, un rapport attendu par une communauté scientifique aux abois et qui ne comprend pas. Plus simple cette fois-ci, les pronostics pour terminer de Pierrette Bresse pour le tiercé et le quartet de demain. Là, il n'y a pas de contestation, en tout cas avant, on verra après. Le 15, le 11, le 20, le 17, le 13, le 19, le 12 et le 5. Voilà, ce journal est terminé. 24 heures sur la 2 tout à l'heure en fin de programme avec Aubry Edler. Premier rendez-vous demain matin avec la rédaction Télématin, 6h45. Et nous, si vous le voulez bien, on se retrouve demain soir à 20h. Bonsoir, excellente soirée sur notre chaîne. À demain.